Alors bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation ce matin. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Alors ce matin, on va parler de supply chain circulaire à l'échelle. Vous êtes une trentaine de participants et une vingtaine d'entreprises membres du club circulaire. Donc merci beaucoup pour votre mobilisation. Alors pour rappel, cet atelier est enregistré et donc on vous enverra à la suite donc de l'atelier une synthèse ainsi que le replay des échanges. Et n'hésitez pas dès maintenant à vous renommer, à indiquer votre prénom et le nom de votre entreprise. Cela nous permettra de mieux vous identifier tout au long de l'atelier et pendant les temps d'échange. Alors je vois que voilà, tout le monde commence à se connecter. Bonjour Marion. Bonjour Colombe, Pierre, merci. On est ravis de vous voir ce matin. On attend encore quelques instants que tout le monde se connecte. N'oubliez pas de vous renommer et d'indiquer le nom de votre entreprise. Alors pour vous renommer, vous avez sur votre petite vidéo en haut à droite trois petits points. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous verrez, vous avez l'option renommer. C'est important qu'on puisse voir le nom de votre entreprise pour ensuite pouvoir organiser les échanges en sous-groupe. Voilà, merci beaucoup. Donc on attend, je vois qu'Alexandre, tu es connecté. Bonjour Alexandre, Maxence, François, on est ravis de vous retrouver ce matin. Alors, donc aujourd'hui, l'équipe club est ravie de vous accueillir. Donc on a Charlène Blay qui a repris le flambeau, qui est la nouvelle directrice du club circulaire. Donc on est très heureux d'avoir Charlène à nos côtés ce matin. Joanne qui est chargée de projet événementiel, que vous connaissez bien, et moi-même. On a également la chance d'avoir Sybille et Gaspard qui sont responsables des partenariats et qui vont se joindre à nous pendant les échanges en sous-groupe. Et côté intervenant, nous avons donc la participation d'Anne-Sophie Raoult, qui est Circular Operation Leads chez Manutan, et qui va nous partager un retour d'expérience sur la transformation de leur supply chain linéaire vers un modèle circulaire. Donc, qui est notamment fondé sur une approche structurée du sourcing et de l'adoption d'outils de traçabilité, qui sont deux facteurs clés de succès. Et ensuite, on aura le retour d'expérience de Paul, qui est senior consultant chez Circulaire et qui va mettre en lumière l'intérêt d'agir en coalition pour répondre aux enjeux et opportunités de la supply chain circulaire. Donc, on va parler de mutualisation, de modularité, de traçabilité. Et tout ceci sera illustré par des exemples concrets qui sont issus des coalitions de circulaire. On parlera également de perspectives de passage à l'échelle. Et donc pour l'agenda, donc vous savez, les ateliers se composent de deux temps forts. On a une heure de temps d'expertise qui est ponctué de temps de questions-réponses. Et ensuite, on a 45 minutes de temps d'échange en sous-groupe qui est suivi d'une conclusion en plénière. Et avant de commencer, je vous rappelle quelques bonnes pratiques sur Zoom. Alors, encore une fois, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous renommer. Prénom, nom de votre entreprise. C'est important pour nous de bien vous identifier. Si vous avez des questions, vous avez une fenêtre de discussion. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'atelier, soit dans la fenêtre de discussion, sinon en live pendant les temps de questions-réponses. Et n'oubliez pas de couper votre micro si vous n'intervenez pas. Voilà, et donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Paul qui va nous rappeler voilà, les principes de la supply chain circulaire. Donc, Paul, à toi la parole. Merci beaucoup, Diane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Paul Prévost, senior consultant chez Circulaire et je travaille notamment sur des sujets de réemploi qui nous amènent à traiter en long, en large et en travers les enjeux de supply chain, comme je vais pouvoir vous l'évoquer dans un premier temps, mais je souhaitais, donc pour ce propos introductif, revenir à une définition pour peut-être les personnes moins initiées de la supply chain circulaire. Et chez Circulaire, on aime beaucoup parler du linéaire pour expliquer pourquoi on souhaite
promouvoir le circulaire. Et donc, tout d'abord, sur la supply chain linéaire, donc comme vous le souhaitez, comme vous voyez à l'écran, donc la supply chain linéaire est un modèle finalement qui, historiquement, que vous connaissez bien, le fait d'acheminer les ressources vers les sites de production, le fait de distribuer ensuite les produits finis vers les marchés, donc cette logistique en aval, des entrepôts jusqu'au magasin. Et ensuite, il y a en fait une optimisation des flux puisque finalement, ce modèle existe depuis des décennies et même des siècles. Et aujourd'hui, il est donc euh, optimisé avec des économies d'échelle, une massification, une précision aussi de la livraison. On a aujourd'hui parfois de la supply chain qui permet d'avoir une visibilité sur les différents flux qui est extrêmement précise. Mais ces flux-là sont aujourd'hui malheureusement à sens unique. Donc on produit, on distribue, et une fois que le produit est vendu, il sort du système. Et donc, si on passe à la slide suivante, euh, on est donc face à un modèle qui doit se réinventer aujourd'hui, et cela pour trois raisons. Tout d'abord, ce modèle, il fait face à des nouveaux risques, des risques qui sont différents. Il y a euh, notamment les risques climatiques. On a le transport de marchandises aujourd'hui en France qui est responsable de 13% des émissions de CO2 en France. Et donc, il y a un besoin assez important de réduire ces émissions-là. Et donc, il y a une réflexion sur l'ensemble de la filière pour décarboner. Mais il y a également des sujets économiques avec de nouvelles réglementations. Je pense notamment à l'obligation de reprise, donc le un pour un que vous connaissez sans doute, les différents aléas géopolitiques et également des sujets qui sont de plus en plus prenants que nous, on traite de plus en plus chez Circulaire, qui sont les risques d'approvisionnement. On a certains matériaux, certaines matières qui sont critiques et qui aujourd'hui créent d'énormes risques d'approvisionnement et qui sont donc au cœur des enjeux de la supply chain et qui sont ces nouveaux risques. Mais de l'autre côté, il y a également des opportunités et sur la supply chain circulaire, il y a ces opportunités à saisir face notamment à des nouveaux modèles qui font leur apparition, les modèles de consigne, les modèles de réparation, les modèles également autour de la seconde main, qui créent des besoins nouveaux en termes de logistique. Et donc, on a aussi une manière de voir les choses qui est beaucoup plus locale, puisque on a des prestations qui deviennent du coup plus locales avec une logistique qui ne peut plus être délocalisable. Mais il y a également aussi, et c'est en lien effectivement avec ce premier point, le fait d'optimiser les liaisons à vide, puisque comme vous l'avez vu, les flux sont linéaires, et ce qui explique que parfois il y a au sein de ce système qui est très linéaire et tourné vers un sens, beaucoup de liaisons à vide qui est important d'optimiser. Mais donc aujourd'hui, il y a des limites puisque tout ce système a été tourné vers l'avant, tous les équipements, toute la traçabilité, l'ensemble des systèmes d'information, mais également la partie humaine, puisque finalement, en fait, tout a été, les compétences sont liées à des flux linéaires, et donc il y a un enjeu de montée en compétences et de formation, puisque ce modèle n'est pas prévu pour être circulaire à date. Et aujourd'hui, il y a également des difficultés techniques et organisationnelles pour créer ces fameuses boucles, mais on verra tout au long de cette journée qu'il y a effectivement des solutions qui voient le jour. Et enfin, donc, pour clôturer, l'idée de vous présenter donc, cette vision circulaire donc, qui crée en fait de nouvelles activités autour de la collecte, la massification et le tri. Et donc, ça crée donc des nouveaux défis et d'opportunités. La traçabilité, dans un premier temps, qui doit être au service de la boucle, ça permet de suivre et de qualifier les produits, de faire en sorte de mesurer et tracer finalement le produit dans l'ensemble de la boucle et pas uniquement une fois qu'il est aux mains des consommateurs, mais il y a aussi la seconde vie ou la fin de vie qui doit être mesurée. Et c'est tout en lien avec les nouvelles réglementations autour du Digital Product Passport notamment. Il y a également des enjeux de modularité autour des emballages qui doivent être repensés aussi, adaptés à la collecte. Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'ils soient modulables sur la nature de l'activité. Et quand je parle d'emballage, je parle d'emballage à différents niveaux. Ça peut être des emballages primaires, secondaires, mais aussi tertiaires. De repenser la manière d'organiser la supply
pour avoir des boucles qui se créent et qui s'adaptent en fonction des produits concernés et avec aussi une vision plus circulaire des emballages. Je pense qu'Anne-Sophie, avec son expérience, pourra également l'évoquer potentiellement. Euh, et ensuite, il y a aussi un élément sur la reverse logistique. Donc la reverse, c'est le fait d'optimiser cette livraison et cette collecte. Et là, il y a des enjeux, comme vous voyez, de bien arriver à ce stade de massification et donc de profiter des flux actuels pour créer ces flux inverses qui apparaissent de plus en plus dans ce système global. Et donc enfin, un quatrième élément qui est aussi très important et qui fait un peu le lien avec tout ça, qui est la mutualisation. Le fait de mettre en commun ces besoins logistiques permettra de rendre viable ce système qui est nouveau et qui nécessite d'être viable économiquement rapidement. Et la mutualisation permet d'optimiser les coûts et de créer aussi des dispositifs qui sont plus lisibles pour l'ensemble des utilisateurs et notamment les utilisateurs finaux qui sont les consommateurs à l'échelle globale, en tout cas en France. Voilà pour cette présentation. J'espère avoir été suffisamment concis. Merci beaucoup, Paul. Et donc, nous passons maintenant au rétexte de Manutan avec la prise de parole d'Anne-Sophie Raoul, qui va donc nous parler de la transformation de leur supply chain linéaire vers un modèle circulaire. Donc, Anne-Sophie, à toi la parole. Bonjour à tous, merci Diane et merci Paul pour cette introduction où je pense qu'il y a énormément de concepts et on voit justement beaucoup de changements autour de la supply chain, à la fois pour des questions de besoins, d'attentes consommateurs et aussi de réglementation. Alors quelques mots, puisque tu faisais mention, Paul, dans ton introduction à mon expérience passée, et c'est pas avec cette casquette-là que j'interviens aujourd'hui. Jusqu'à il y a 2 mois où j'ai rejoint Manutan, donc au sein de l'équipe économie circulaire et décarbonation client dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'étais et je suis toujours la cofondatrice d'Ipli, donc une solution d'emballage réemployable, voilà, j'ai passé la main cet été. Par contre, avec une vraie envie de continuer à agir dans le domaine de la supply chain circulaire. Et donc, j'ai rejoint Pierre-Emmanuel Saint-Esprit et les équipes de Manutan, où on a une entité dédiée aujourd'hui à l'économie circulaire et la décarbonation client, puisque bien sûr, tout ça, on le fait en vue de décarboner nos clients qui achètent les produits distribués par Manutan. Alors, quand on le dit supply chain circulaire à l'échelle, je pense que c'était important de situer quelle est l'échelle de Manutan. Aujourd'hui, c'est une entreprise familiale, c'est un groupe familial constitué de 17 entités, 13 plateformes logistiques, créées il y a 60 ans. Ils aiment se décrire comme une start-up de 60 ans. Et je pense qu'effectivement, dans cette volonté, en tout cas, d'innover et de continuer à agir sur son marché, c'est tout à fait vrai. Euh, il y a un peu plus de 1 million de clients qui achètent les plus de 850 000 références que Manutan peut distribuer. Donc, on est vraiment un distributeur B2B. Et si on passe à la slide d'après, Diane, ce groupe, si on voilà, derrière les chiffres se cachent aussi, des valeurs et des grands principes qui ont été, et qui sont, les fondations de Manutan et notamment une claim qui est: «Entreprendre pour un monde meilleur». Et pour ça, ça se décrit en fait, enfin ça se décline sous, forme de 6 piliers. Bien sûr, des résultats, économiques, chiffre d'affaires, résultats opérationnels, mais aussi 4 with love, comme ils les appellent, comme on les appelle, qui sont le with love customer, vraiment d'être tourné client, et vous allez voir que ça a un impact très fort après sur la mise en place de cette supply chain circulaire. With Love Supplier, c'est vraiment voilà, c'est la relation avec les fournisseurs est très importante. Le With Love Planet, bien sûr, monde meilleur veut aussi dire préserver la planète, et With Love Employee, qui est quelque chose aussi, de très fort, dans, la création de ce monde. Hem, Cette slide, alors c'est important, c'est que je ne l'ai pas faite du tout pour aujourd'hui. C'est marqué en bas. Oui, tu pouvais passer, Diane. Ces 3 premières slides, mais surtout celle-ci, je trouve elle est intéressante parce qu'elle est dans la présentation corporate aujourd'hui, de Manutan, qui montre en fait la volonté du groupe d'aller vers un modèle plus circulaire et une supply chain plus circulaire.
Paul parlait de la partie très linéaire et effectivement sur la distribution B2B, on a, des produits, en catalogue qu'on livre à nos clients et en fait, voilà, on fait vraiment une ligne. L'idée, c'est de se dire: «Demain, on va arriver à des limites planétaires en termes de ressources». Donc il y a des enjeux de business pour Manutan. Les clients nous demandent de plus en plus comment on peut les aider, en fait, à se décarboner dans tous ces achats, ces fameux achats de classe C, donc tout ce qui va être en dehors de leur cœur de métier, mais qui représente souvent, plus de 80 du montant enfin, du volume d'achat, pas en montant, mais le fameux Pareto. Hem Et en fait, aller vers un modèle plus circulaire, c'est aussi s'assurer de la pérennité du business de demain, de Manutan, demain et aussi, bah, d'entreprendre vraiment pour ce monde, meilleur et pour ça, la décision, en fait, elle a été prise d'aller, en fait, développer donc ce modèle circulaire en faisant de la collecte, en créant cette fameuse boucle dont nous parlait, Paul, juste avant. C'est comment, en fait, on va collecter chez nos clients, chez nos futurs clients, en tout cas chez toutes les entreprises, parce qu'encore une fois, on ne fait que du B2B, chez les entreprises et les collectivités à qui demain on peut distribuer du produit neuf ou reconditionné, hein, c'est comme ça qu'on va boucler la boucle. Comment on va pouvoir aller collecter, en fait, leur ancien mobilier leur ancienne fourniture, donc on l'a fait aussi et on le fait toujours sur du produit électronique, aussi, hem, pour le reconditionner et le distribuer à nouveau. L'objectif, c'est que, d'ici à 10 ans, on ait 30 du catalogue qui soit proposé en neuf et en reconditionné. Ça, c'est vraiment l'ambition et quand je vous dis du catalogue, tout à l'heure, je vous parlais de 850 000 références en catalogue. Hem Donc il s'agit de se dire: «OK, qu'est-ce qu'on met en place maintenant pour réussir, d'ici à 10 ans, à avoir 30 de nos, 850 000 références qui soient demain également proposées en reconditionné?» Hem Et donc la décision de Manutan, ça a été de faire de la croissance externe et donc si on passe sur la slide suivante, Diane, s'il te plaît. Hem La décision, ça a été de se dire: «On va, acheter, faire l'acquisition, d'une start-up qui fait, déjà cette partie collecte et revalorisation sur du matériel IT» et donc c'est, comme ça que, ZAC, donc cofondé, par, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit qui est toujours, donc le directeur de cette entité économie circulaire et décarbonation client, a été acheté par le groupe Manutan. C'était il y a 3 ans avec l'idée de se dire: on va se servir de la connaissance de ZAC, sur la collecte et la revalorisation. Comment marchent ces boucles, en fait, de circulaires. Aussi la partie tech, puisque, tu en parlais, Diane, sur, l'importance de la traçabilité, en fait, pour, un moment faire de la revalorisation. Il faut savoir ce qu'on collecte, il faut savoir, en fait, ce qu'on va en faire et comment on va le reconditionner et puis derrière, il faut savoir le revendre, avec quelles normes, avec quelle information. Et donc la tech et la data est vraiment, le fil rouge, mais le fil rouge essentiel à une bonne supply chain, circulaire. Et donc voilà, ça il y a 3 ans, ZAC a rejoint le groupe Manutan, hem, avec pour objectif de la laisser pour le moment comme une entité séparée. Ça a été aussi le choix, de Manutan, et de se dire, cette entité va avoir pour mission de collecter, de reconditionner, mais pas spécialement de vendre, puisque après, le métier de Manutan et ces 17 entités, son métier, c'est de distribuer et de vendre. Donc on va s'appuyer sur les forces des copains du groupe, sur cette partie redistribution. Et c'est aussi la première fois que Manutan Distributeur devient en fait un peu avec un petit outil de production, puisqu'en fait c'est ce qu'on est et c'est ce qu'on est de plus en plus en train de créer, en train de faire, dédié au reconditionnement. Hem, Si on passe à la slide suivante, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le choix a été fait il y a 1 an, d'ouvrir alors les photos, elles sont un peu vieilles, mais je trouve ça montre bien, où on est. Il y a 1 an, donc après, plein de tests, de voir comment ça pourrait, le rachat de ZAC pouvait s'intégrer dans le groupe. Il a été donc décidé d'ouvrir, un hub, donc de 3 000 m² aujourd'hui, au Bourget, hem, dans lequel on pourrait
Donc on ne s'est pas installé dans un des entrepôts, des 13 entrepôts qui existent. Hem, D'avoir vraiment ce hub qui pourrait être un lieu d'expérimentation autour du reconditionnement. À la fois donc, on a testé sur cette première année plein de choses sur, OK, on va collecter, du mobilier, et on va voir ce qu'on sait déjà faire. Alors bien sûr, à l'aide de métiers spécialisés, donc on a des carrossiers qui sont venus, des laveurs de voitures pour voir parce que globalement entre laver les sièges d'une voiture ou un siège de bureau, on retrouve plein de techniques et on va en fait développer ces techniques au sein de ce hub, pour reconditionner le mobilier, que l'on collecte. Alors ce mobilier collecté, il est juste après. Aujourd'hui, encore une fois, hein, ça a ouvert il y a 1 an, donc on reste dans une logique d'apprentissage, et de questionnement. On s'est, limité alors moi je trouve, je suis arrivée il y a 2 mois, que c'est déjà pas mal de catégories en 1 an. Mais on se limite pour l'instant à la récupération de bureaux, d'armoires, de vestiaires, d'assises, donc fauteuils de bureau ou chaises de réunion, tables de réunion et les caissons, qui ont permis de détecter plein de problématiques autour, de la tapisserie. Donc là, c'est ce que vous voyez sur l'avant-après, par exemple, sur ces fameuses chaises de réunion. Des fois, les structures en métal, elles sont avant de les abîmer, faut y aller. Donc au pire, il y a des petites retouches de peinture, mais souvent les tissus sont abîmés. Donc il a fallu savoir retapisser, ces chaises, process qu'on maîtrise très bien aujourd'hui. Il y a des sujets autour des armoires, vestiaires et caissons sur les serrures et les clés, puisque, c'est important de savoir les refaire. Donc ça, c'est tout un réseau, qui est en train de se mettre en place. Sur les fauteuils de bureau, on s'aperçoit que nous, on est aujourd'hui très fort et on a été, vérifiés par le donc FCBA, qui est, une instance aujourd'hui, qui à la fois sur le neuf et là sur le reconditionné est en train de valider aussi les process et la qualité de ce qu'on fait. Donc là, on vient de réussir cette certification, donc le FCBA a mis le tampon comme quoi, notre processus de reconditionnement sur les fauteuils de bureau, était correct. Hem, mais à côté, il y a certaines choses où c'est presque plus de la mécanique de fauteuil de bureau. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais en fait, maintenant que j'ai vu les dessous d'un fauteuil de bureau ergonomique, je vous assure qu'avec tous les petits vérins et ainsi de suite, c'est de la mécanique. Et en fait, il y a d'autres conditionneurs qui se sont spécialisés là-dedans. Donc on est aussi en train de s'organiser, en réseau parce que c'est un marché qui est nouveau. Nous, on veut le faire à l'échelle, c'est vraiment le but, de ce qu'on parle aujourd'hui. On en a les moyens et on le voit avec notre centre. Par contre, on ne pourra pas tout faire bien, vite et surtout de manière rentable. Parce qu'encore une fois, on reste une entreprise où vous l'avez vu dans nos 6 piliers et nos 6 indicateurs, il y a quand même le chiffre d'affaires et la rentabilité. Donc bien sûr, c'est pas à l'instant T. Par contre, cet investissement, on doit montrer que demain, une supply chain circulaire peut être rentable, hem et que en fait, en maîtrisant, en interne certains process et derrière en se servant de la distribution, Manutan, on peut être très efficace à la fois d'un point de vue financier et environnemental. Hem Et donc pour faire tout ça, on s'est posé plein de questions exactement, merci Diane. On s'est posé plein de questions et notre entité, on l'a créée un peu en miroir. Alors je crois que vous allez avoir, la présentation après, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails et toutes les questions. On a créé en fait, des pôles, miroirs d'une organisation, Manutan classique. Donc un service, achat sourcing, parce que bien sûr pour reconditionner du mobilier, il faut en trouver et donc la première source pour nous de mobilier, ce sont, nos clients, ce sont les grandes entreprises, enfin les entreprises et les collectivités avec lesquelles, on travaille, qui en plus cherchent des solutions lors de déménagements, par exemple pour, plutôt que de jeter, recycler leur mobilier, cherchent à, le revendre, ou à juste s'en débarrasser et que ça paye à minima le déménagement. On sait que ça peut être laborieux et coûteux. Hem Et puis, en fait, on s'est posé aussi plein de questions sur qu'est-ce qu'il fallait qu'on source? Quel type de mobilier? Quelle couleur? Est-ce que, par exemple, il y a des couleurs de bois qui sont trop dépassées et eux, on peut rien en faire et ainsi de suite. Donc plein de questions sur le sourcing, fonction très importante chez nous.
un enjeu sur le reconditionnement, vraiment, sur les contrôles qualité. Notre mantra, j'allais dire, c'est ce qui m'est venu spontanément, je vais garder le mot, c'est de se dire: on fait du reconditionné, on fait pas de l'occasion. Donc tous les produits qu'on récupère, on doit, en fait, les remettre en état quasi neuf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est plein de questionnements. C'est est-ce que sur un vestiaire, si le dessous du vestiaire est griffé, c'est important? Je ne sais pas, je laisse la question, ouverte. Par contre, sur un fauteuil de bureau, est-ce que si les accoudoirs sont un peu griffés, c'est embêtant? Certainement plus et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que veut dire le reconditionnement? Qu'est-ce qui est acceptable par le client? Quel processus de reconditionnement on doit mettre en place? Et quel environnement informatique aussi on doit mettre en place au sein de ce hub, en fait, pour, savoir ce qui arrive comme mobilier, qu'est-ce qu'on doit, quelles opérations doivent lui être faites en termes de nettoyage, en termes de, reconditionnement et ainsi de suite. Et comment on sait qu'un produit est prêt à être vendu et peut être transféré dans un autre centre de distribution, ou mis en ligne. Et ça fait le lien avec mon point 3, qui est le référencement. On est un e-commerçant, B2B aujourd'hui. Donc pour vendre, il faut qu'on référence en ligne. Et aujourd'hui, Manutan sait très bien référencer des produits qu'on aura tout le temps. Sauf que dans le reconditionné, bah, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai 300 fauteuils noirs que demain je vais récupérer et réussir à collecter et reconditionner exactement les mêmes. Donc il y a des enjeux en fait d'adapter le référencement naturel à la réalité des données du reconditionnement et de la circularité. Parce que le principe de la circularité, bah, c'est qu'on n'a pas peut-être pas exactement toujours la même chose. Et là, ça, je vous avoue que c'est encore c'est un grand sujet et on a une personne qui est dédiée, nous, dans l'équipe. Je vous ai mis d'ailleurs, pour info l'organigramme, à date. Mais ça, c'est une personne aussi qui nous a rejoints, en septembre, quelqu'un du groupe qui vient dans l'entité économie circulaire parce qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de cette fonction, en miroir des fonctions groupe Manutan au sein de l'entité économie circulaire. Après, il y a des enjeux vente et après-vente. Donc je vous le disais, on ne vend pas directement, nous, au client final. On le fait un peu en vente interne auprès des commerciaux, Manutan, des différentes entités. Mais on s'aperçoit qu'il y a énormément de communication et d'éducation à faire. On fait des visites, je pense que tous les 2 jours, on a des groupes, de commerciaux ou des clients, hein, d'ailleurs, tout le monde est le bienvenu, mais qui vient voir à quoi ressemble le reconditionné. Parce qu'il y a encore beaucoup de méconnaissance, sur le sujet. Hem, la motivation les commerciaux enfin, des fois ont du mal sur les arguments de motivation du client. Est-ce que c'est des enjeux d'impact? Est-ce que c'est des enjeux de prix? Puisque aussi, nous, le mantra, c'est, enfin, la ligne directrice plutôt là, c'est, se dire, le reconditionné doit être à minima moins 30 moins cher que le neuf. Donc il y a un avantage financier à passer sur du reconditionné, mais c'est pas parce qu'on fait moins de qualité. C'est juste que souvent on l'a acheté à peu cher. Il y a plein d'opérations logistiques qui ont un coût, mais on peut le revendre, résultat, moins cher que le neuf. Et puis il faut savoir, prouver, la baisse d'impact. Et donc voilà, c'est un sujet, encore une fois informatique et donné de, savoir expliquer le bilan RSE qu'on donne aux clients et ça les commerciaux, bah, il faut les former, et c'est, alors je pense qu'il y a à peu près 500 commerciaux à travers les différentes entités à qui il faut pouvoir, expliquer ce qu'on fait au web, parce que alors je vois le temps qui passe et je crois que je pourrais parler des heures, donc je vais accélérer. Mais si on va sur la slide d'après, rapidement, je vous remontrais, alors pour le coup de manière linéaire, hein, parce que j'ai pas fait la boucle de on récupère, l'article qu'on a livré à la fin. Mais en fait, on a vraiment une orientation et une organisation de nos flux qui est en train de plus en plus de structurer pour aller justement à l'échelle et industrialiser la gestion de nos flux. Se dire vraiment, un article, il rentre, on lui fait un diagnostic, on sait qu'il doit passer au nettoyage, à la peinture, à la serrurerie. Tout ça, c'est logué informatiquement, ça va dans des zones tampons et ça bouge d'un espace à l'autre dans l'entrepôt pour le plus rapidement possible être transféré vers les entrepôts, Manutan. On a la chance d'avoir un des plus gros entrepôts Manutan qui fait 60 000 m², qui est à 15 minutes
seulement de notre site. Donc on partage les process et surtout, ça fait des navettes qui sont assez faciles à faire. Cette première année, j'enchaîne parce que je vois vraiment le 10h30 arriver. Diane, j'essaye de me tenir. Mais voilà, en fait, on a eu une première année, où on a eu à peu près, là, cet été, on avait une quinzaine de commandes par jour. Ce qui est quand même déjà très beau sur un projet qui, physiquement, dans l'entrepôt, a ouvert il y a 1 an. L'objectif de cette année 2, c'est de passer à 50 commandes par jour, ce qui veut dire vraiment d'aller à l'échelle et d'industrialiser. Et donc pour ça, on a identifié, les bloqueurs et en même temps, qu'est-ce qui allait nous aider à les lever. Je vous parlais des sujets de collecte. Il va falloir qu'on aille de plus en plus sur des très grosses séries, puisque si on veut faire 50 commandes par jour, il faut à peu près qu'on arrive à faire rentrer 5000 produits par mois dans notre hub, ou en tout cas dans le catalogue. Et c'est là où la question, est-ce que demain on n'a qu'un hub? Peut-être pas. Surtout qu'on en a un deuxième en fait dans le groupe aux Pays-Bas qui sait faire du produit industriel reconditionné. Donc comment on peut travailler ensemble pour un moment avoir toujours plus de produits, puisqu'aujourd'hui en fait on passe notre vie à être presque en rupture. On a plus de demandes que d'offres. Donc c'est une très, très bonne nouvelle pour la circularité. Mais par contre, voilà, il faut qu'on accélère, sur, comment on donne plus de produits, à vendre à nos commerciaux et à nos clients, et comment on fait connaître le service de collecte de mobilier. Et pour ça, en fait, il y a un enjeu, c'est de savoir qui contacter dans les entreprises, qui s'occupe des déménagements. En fait, on est sur des structures, sur ces sujets-là qui sont nouvelles, qui sont en train de se structurer. Des fois, c'est les achats responsables, les directions RSE. Voilà, c'est, des grandes questions qu'on est en train de tirer et je pense que ça sera toujours intéressant d'avoir votre, avis. C'est un vrai sujet d'ouverture aussi pour moi et en même temps, on voit qu'il y a de plus en plus de partenariats qui sont en train de se créer, de prise de parole autour de la circularité et aujourd'hui, ça en fait partie, pour commencer à la force du collectif. Je sais que juste après, comme ça, je fais le passage vers Paul, mais je crois fort aux coalitions, à être ensemble, en fait, avec plusieurs acteurs, plusieurs porteurs de solutions, d'un côté ou de l'autre, hein. C'est hyper important, de, collectivement, trouver ce qui va permettre d'aller encore plus vite. Je pense qu'un groupe comme Manutan peut créer sa supply chain circulaire à l'échelle. Par contre, si elle ne s'intègre pas dans un écosystème, bah, ça risque de faire un flop. Après, bien sûr, on a des enjeux de capacité et de ressources humaines et c'est pour ça qu'on vient de faire évoluer notre organisation, et on a la chance, que donc notre direction et donc Pierre-Emmanuel est directement rattaché au directeur général du groupe. Donc voilà, sur un groupe de 5000 personnes, on est, tout de suite enfin, on est considéré. Ça, c'est hyper important. On voit que la circularité est au cœur des enjeux de demain, pour Manutan et donc ça nous a permis de faire évoluer notre organisation et ça sera ma dernière slide comme ça, mais je trouvais intéressant de montrer comment on peut faire ça, parce qu'on n'est pas beaucoup. Voilà, il y a je vous ai mis aussi une petite photo, mais globalement, on a, donc une personne sur la partie référencement et offre, parce qu'on se dit aussi que demain, si on veut, aller faire 30 de ces 850 000 références en reconditionné, c'est ce qui va sortir du hub du Bourget, mais aussi potentiellement d'autres hubs, d'autres fournisseurs et donc on a une personne qui travaille sur cette offre responsable. Après, pour ma part, donc j'ai à la fois la partie sourcing, la partie exploitation du hub, mais avec 2 team leaders. Donc en fait, le hub, il tient à 3 personnes, plus 5 logisticiens et puis on a, un chantier d'insertion sur la partie reconditionnement. Et ça, c'est aussi, une innovation, RH pour le groupe. C'est la première fois que dans un entrepôt, on a un chantier d'insertion. Donc ça, c'est passionnant aussi et puis une ADV où c'est marqué aujourd'hui recrutement à venir. La personne est arrivée lundi, grand succès et qui va me changer la vie. Mais ça, c'est c'est ma vie. Après, on a les sales, donc voilà, sales avec des guillemets, puisque leur objectif, c'est d'aller, vendre et porter la parole et d'accompagner les commerciaux dans les différentes, entités.
La partie tech, et je crois que Margot s'est glissée dans les invités, alors coucou Margot. Et donc, effectivement, sur les enjeux de traçabilité, Manutan a une équipe IT dédiée, enfin, à une équipe IT au niveau groupe, mais en même temps, on a la chance et on est la seule entité comme ça à avoir deux développeurs, nous, en propre, chez Manutan, Manutan Économie Circulaire et Décarbonation Client. Ce nom d'entité est beaucoup trop long, je tiens à le préciser. Mais pour adapter, en fait, les processus et le tracking, la data, à nos besoins. Et puis ensuite, bien sûr, on fait de l'impact, on mesure notre impact et donc on a une personne dédiée, à la, mesure d'impact. Voilà, tout ça, on se lance dans notre année 2 et je serais, ravie d'avoir, vos feedbacks et d'en discuter après, en sous-groupe ou même, je vous ai laissé mes coordonnées sur la dernière slide. Donc au plaisir vraiment d'en discuter à la fois sur ma première expérience ou la deuxième. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette présentation très intéressante. Tu nous as donné beaucoup d'éléments opérationnels, enfin voilà, des retours terrain qui vont nous permettre de nous poser les bonnes questions, de nous inspirer. Est-ce que il y a des questions que vous souhaiterez poser à Anne-Sophie? Et à l'inverse aussi, Anne-Sophie, est-ce que toi, tu aurais aussi des questions à poser aux membres, hein? Ça peut aller dans les deux sens. Donc voilà, on a quelques minutes, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Je vois Alexandre, tu lèves la main. Vas-y. Alors, bonjour, désolé, on a eu des petits soucis techniques là en termes de vidéo, donc j'ai l'impression que tout le monde nous voit maintenant. Merci beaucoup pour la présentation, Anne-Sophie. J'avais une question toute bête. Donc, on appartient avec Lucas à la société Disney. On essaye de faire remonter en connaissance pour l'instant le côté économie circulaire. Comment on convainc les grands dirigeants? Là, moi, je voyais votre organigramme et je trouve ça génial d'avoir une cellule hub circulaire directement rattachée à la direction générale, enfin au PDG. Comment c'est venu, comment c'est né et comment ça s'est concrétisé, ça j'ai bien compris. Il y a des RH, il y a une organisation, il y a des process. Mais comment on plante les premières graines pour convaincre les directions en fait? Ouais, alors, après je pense qu'il y a l'histoire Manutan, où aujourd'hui c'est un groupe, familial où en fait on a, à la présidence, et en co-dirigeant en fait le fils du fondateur et des fondateurs qui étaient un père et son fils, donc c'est la troisième génération. Donc il y a un côté, familial et quand ils disent «entreprendre pour un monde meilleur», il y a ce côté, «Qu'est-ce que je laisse à mes enfants?» Donc voilà, des valeurs, profondes, sur ces sujets d'impact. Je pense que ce qui a fait accélérer plus vite. Par contre aujourd'hui, et ça faut pas l'oublier, c'est qu'ils y voient aussi un levier de croissance énorme pour l'avenir. Hem, Notamment, la partie reconditionnée, enfin de vendre du reconditionné aujourd'hui, a fait arriver chez Manutan 20 clients grands comptes qui n'étaient pas clients avant d'acheter du reconditionné. Donc en fait, là, pour nous, distribuer cette nouvelle catégorie de produits a amené de nouveaux clients. Donc ça a été le premier point. Ensuite, il y a une question de se dire si on est distributeur B2B, notre croissance, si on va juste la chercher dans l'augmentation du volume et ben, en fait et que demain il y a plus de métal, par exemple là aujourd'hui, si vous voulez un vestiaire neuf, il y a des bouchons dans les usines, avant janvier-février, il y a plus de vestiaire. Par contre en reconditionné, donc nous on est en train d'en chercher partout et d'en récupérer partout parce que globalement, des vestiaires en métal, il y en a qui traînent dans toutes les usines, tous les entrepôts, toutes les salles de sport et ainsi de suite, qui sont abandonnés. On les prend, on les reconditionne et là, en fait, il y a une possibilité de juste de servir et donc de faire un chiffre d'affaires qui sinon n'aurait pas été possible sur du neuf. Et donc c'est vraiment sur ces leviers économiques aussi où je pense que, d'ailleurs c'était assez intéressant, c'était une discussion hier avec Pierre-Emmanuel qui disait, voilà, ça fait 3 ans que ZAC a été racheté, ça fait qu'1 an, que le hub a été lancé. Clairement, on n'est pas rentable sur cette première année. Il y a trop d'investissements. Le modèle opérationnel est rentable. Il y a trop d'investissements sur, le hub et ainsi de suite, pour être rentable. Par contre, le fait qu'il y ait des nouveaux clients qui soient arrivés, qu'on réponde à des problématiques sur des catégories de produits où il y a pas,
le point du DG hier, du groupe, ça a été de dire, en fait, vous venez de prouver votre raison d'exister et qu'il y a aucune raison de revenir en arrière. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, en fait. C'est que cette partie-là, ils ont voulu tenter pour des convictions personnelles, ils vont rester pour des convictions économiques. Je ne sais pas si je réponds, Alexandre, mais et encore une fois, c'est avec 2 mois de recul, mais c'est mon feeling, profond, et quand j'ai eu l'occasion, aussi, d'en discuter un peu avec, à la fois notre directeur général et puis notre président. Ah non, mais nickel, merci. Je sais pas si à niveau Disney, en fait, c'est ça aussi, je commençais par le contexte parce que je sais pas justement quelles sont les motivations qui vous Ah, peuvent leur justement, parler. c'est tout l'intérêt d'échanger et de voir parce que chaque contexte, chaque société, chaque organisation a propre à son historique, a pas mal de choses. J'entends le côté filiation et le côté parentalité et donc penser aux successeurs, aux petits-enfants et tout. Et c'est effectivement quelque chose de marquant. Donc, mais je prends de l'inspiration partout là, donc merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas aussi à activer votre vidéo pour qu'on puisse vous voir et à prendre la parole ou sinon à poser votre question directement dans le chat. On peut prendre encore une question. Et Anne-Sophie, est-ce que toi, tu aurais une question à poser de ton côté ou pas? Alors, ouais, moi j'ai une question, c'est justement sur, qui dans les entreprises, quelles sont les fonctions chez vous qui sont en charge, justement de cette, supply chain circulaire? Ou en fait, des enjeux de circularité, peut-être sur les achats, parce qu'en fait, de la circularité, on peut en avoir partout, mais voilà, quelle est la fonction en charge de ça et à qui elle est rattachée? Si on regarde, est-ce que c'est à la direction générale, à la supply chain ou autre? Ça, je trouve ça aussi assez intéressant de savoir, qui est en charge. Est-ce que... Il faut vouloir me répondre. Ouais, non, par exemple, Alexandre, vous, chez Disney, vous êtes rattaché à quel service? Hem Et est-ce que, voilà, ça c'est dans votre périmètre ou enfin, comment vous pouvez agir là-dessus? Justement, en fait, alors moi, ça fait un peu plus d'un an que je suis à Disney. Lucas, donc présent ici, alternant depuis un petit peu moins d'un mois. L'idée, c'est que on est rattaché à une direction qui elle-même est rattachée à une autre direction qui elle-même est rattachée à la direction générale. Et de par l'organigramme même et la naissance même du service environnement chez DLP, se posent des problèmes, déjà, comment dire, de gouvernance et de faire remonter les bons sujets. On nous demande de faire porter notre petit bâton de pèlerin pour convaincre les gens sur terrain, ce qui n'est pas le plus difficile à faire, mais c'est d'autant plus facile que c'est porté par des visions direction générale. Et pour l'instant, ça ne l'est pas parce que c'est un peu faites votre preuve dans votre coin et après on verra. Mmh. Euh, alors, il faut savoir que Disney fait rêver effectivement sur le côté peut-être dessin animé, pas mal de monde, voilà, si on est dans le parc et tout. L'envers du décor est quand même une société qui vend des choses, hein, qui vend des produits, qui vend des... On a des restaurants, on a des hôtels, on a des boutiques, on a pas mal de choses. Et du coup, il y a une vision très capitaliste derrière et très il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Le côté circulaire, il est tout nouveau chez nous. Moi, j'essaye de le porter. On a ma responsable qui le porte aussi. On a des gens qui ont l'air d'être convaincus et qui veulent aller de l'avant là-dessus. Mais pour l'instant, c'est pas du tout diffusé au niveau des grands décideurs. Donc, c'est un peu là où on a vraiment ce blocage de connaissances, de sensibilisation et d'action. Ce qui OK. n'empêche pas de faire des choses, hein, mais pas autant et pas aussi vite qu'on aimerait. Ok. Merci Alexandre. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la présentation de Paul et de toutes les façons, on a les échanges en sous-groupe ensuite. Donc vous aurez l'occasion pour ceux qui seront dans le sous-groupe d'Anne-Sophie de creuser avec elle voilà, certains sujets. Juste, Et Diane, si je peux me permettre, je voulais juste oui, rebondir sur Anne-Sophie et Alexandre.
Pour juste repartager que le prochain club circulaire, qui est le 27 novembre, il sera sur le sujet de l'engagement des métiers. Il y aura aussi des retours d'expérience assez intéressants sur l'engagement du top management, du COMEX, etc. Voilà, donc ça peut vous intéresser pour votre info. Ouais, Je te laisse reprendre, Diane, merci. ouais, merci Charlène. Et donc nous passons donc à la présentation de Paul sur l'intérêt du coup d'agir en coalition pour répondre à ces enjeux et ces opportunités de la supply chain circulaire. Paul, à toi la parole. Merci beaucoup Diane et merci Anne-Sophie pour ce retour d'expérience qui effectivement mettait en lumière le besoin d'agir entre acteurs en coalition. Et donc, c'est tout l'objet aussi de ce pôle d'activité chez nous circulaire qui est de plus en plus important. Donc, depuis 2018, pour expliquer un petit peu le moteur, on met en avant la coopétition et l'idée, c'est de se faire réunir des acteurs pour à la fois partager les bonnes connaissances et les bonnes pratiques entre acteurs d'une même chaîne de valeur ou qui ont les mêmes problématiques, mutualiser aussi des coûts, des investissements, de la connaissance lorsqu'il y a de la recherche et développement, et enfin travailler, influencer pour transformer les standards de l'industrie. Donc aujourd'hui, à date, on est à une douzaine de coalitions qui ont été lancées depuis 2018. On a travaillé sur des coalitions à la fois de réflexion, donc, c'est des coalitions dans lesquelles on peut s'apparenter à des think tanks où on travaille avec ces acteurs sur la production d'un livrable et de la réflexion pour pousser des recommandations fortes dans l'idée de transformer l'industrie concernée sur des pratiques circulaires, avec notamment aussi des enjeux de communication et l'économie circulaire, sur la finance circulaire et récemment aussi sur l'industrie circulaire. Et on a également des coalitions d'action qui visent à expérimenter, tester sur le terrain avec ces différents acteurs des pratiques de l'économie circulaire pour les développer et passer à l'échelle, ce qui est bien sûr l'objet du sujet d'aujourd'hui. On a notamment beaucoup de coalitions autour du réemploi, et donc autour du réemploi, on a pu développer et expérimenter tous les différents sujets de la supply chain circulaire. Et donc c'est pour cela qu'on voulait vous présenter quelques retours d'expérience qui mettent en lumière les enjeux actuels de la supply chain circulaire et de son passage à l'échelle. Si on passe à la slide suivante, donc pour rappel, je vous avais mentionné les enjeux et opportunités autour de cette création de boucles et de la supply chain circulaire, donc la traçabilité, la modularité, la reverse et la mutualisation. Et donc si on passe à la slide suivante, finalement, ce qu'on observe, c'est que on a pu avoir des coalitions qui peuvent répondre à ces éléments-là. On a effectivement, euh, donc, si on peut passer à la slide suivante, un premier exemple sur la mutualisation où on a une coalition autour du remploi et des cosmétiques. Donc, on a une quinzaine d'acteurs des cosmétiques, donc des laboratoires que vous connaissez tous, L'Oréal, Melvita, Pierre Fabre, Yves Rocher, qui sont distribués dans différentes typologies de points de vente, chez des pharmacies, chez Yves Rocher et Aromazone, qui distribuent leurs propres produits, et chez Sephora et Nocibé. Et l'enjeu, c'était de proposer un projet pilote qui permettait de mettre en place ce qui s'apparente à une consigne, donc du réemploi des contenants cosmétiques chez ces points de vente partenaires et d'explorer les différentes problématiques qui s'offrent à cette nouvelle offre. Donc déjà un choix sur l'offre de produits. Donc là, on était focus sur des produits de soins, des soins beauté, des soins visage majoritairement. Savoir comment choisir les lieux de vente qui sont concernés, créer une expérience client et enfin tous les sujets autour de la supply chain, donc la logistique, l'aspect technique et de notre côté circulaire, procéder à des modélisations pour projeter cette expérimentation à plus long terme. On a donc proposé un dispositif qui a été mutualisé, notamment sur la communication au point de vente, mais également sur les aspects de supply avec une collecte pour le remploi des contenants qui était faite en point de vente, qui était donc rassemblée au sein même d'un même dispositif de collecte avec les différentes marques qui étaient présentes sur le même point de vente chez les pharmacies et chez Sephora et Nocibé. Et il y avait également une mutualisation de la réflexion sur le recherche et développement
avec notamment tous ces enjeux d'amélioration des packs cosmétiques. On est aujourd'hui dans un secteur dont le packaging et l'emballage est super important d'un point de vue marketing. Et donc, il y avait cette réflexion de transition vers le réemploi qui était très importante. Si on passe à la slide suivante, euh, finalement, cette mutualisation, elle a été profitable à différents niveaux. Elle a permis aussi d'avoir une gestion du stockage en point de vente qui était mutualisée, une baisse des coûts globalement, et donc avec l'ensemble des étapes lorsque c'était possible, qui était donc mutualisé, donc la collecte en point de vente, l'acheminement au centre de tri, dans le centre de tri donc qui permettait de séparer les contenants qui étaient potentiellement abîmés de ceux qui étaient aptes au lavage, et une massification et un envoi à l'opérateur de lavage, ce qui permettait une réduction des coûts globaux, mais aussi lorsqu'on a modélisé d'un point de vue environnemental, on s'est aperçu qu'il y avait un énorme enjeu de réduction de l'impact, notamment des émissions carbone liées au transport, avec tous ces enjeux de régionalisation et de massification qui doivent être faits à l'échelle de l'ensemble du parc d'emballage que nous avons rassemblé. Et donc aujourd'hui, cette coalition a permis de répondre à cet enjeu de mutualisation, en donnant ses premières pistes intéressantes. Deuxième exemple sur le parfum, donc c'était une coalition cousine finalement autour des cosmétiques, mais cette fois-ci autour des flacons de parfum. Donc là aussi, on a eu un rassemblement de plusieurs acteurs, donc 6 acteurs du parfum, dont 2 distributeurs. Et l'enjeu était le même, donc de pouvoir présenter cette problématique avec une différence là sur peut-être les pratiques et l'aspect client aussi consommateur, qui est moins un sujet de supply, mais qui était intéressant malgré tout, où aujourd'hui il existe déjà des possibilités de retour des flacons de parfum pour certains distributeurs, avec un geste consommateur qui était déjà existant, ce qui fait qu'on a pu se baser également sur cette partie-là pour construire un process de reverse. Donc la logistique inverse a été mise en place pour collecter ces flacons. Et l'idée était de capitaliser sur les flux existants qui existaient déjà pour la collecte qui était prévue pour le recyclage initialement, pour l'adapter au réemploi, avec des enjeux de protection des contenants notamment qui étaient bien plus importants que pour le recyclage, et, euh, et surtout voilà, se baser sur cet acheminement linéaire. Peut-être si on passe à la slide suivante. Euh, Ce qui nous a permis vraiment de s'attarder sur 3 sujets importants. Cette partie collecte et retour, organiser la récupération pardon, des flacons chez les partenaires, en essayant de garantir un taux de retour qui était élevé, en réflexion sur la manière de le proposer en magasin et la manière aussi d'avoir des process simples pour les points de vente, à la fois pour le personnel de vente, mais pour la partie collecte aussi, pour faciliter les différents passages au sein des points de vente, pour également optimiser les flux, donc gérer les transports de ces points de vente vers les centres de traitement et minimiser l'empreinte carbone qui était un des aspects importants qu'on avait noté également dans ces ACV, et s'occuper de cette nouvelle partie sur la partie tri, contrôle qualité et sur le nettoyage, où il y avait des nouveaux enjeux qui étaient très importants pour euh, s'approcher du reconditionnement, qui est donc le moyen de fermer cette boucle de réemploi. Et donc, il y avait énormément de sujets à traiter au travers de cette coalition. Troisième exemple, à nouveau sur une filière de réemploi qui vient donc mentionner cet enjeu de modularité, notamment lorsqu'on parle de process et d'emballage. Euh, on a donc travaillé sur une filière de réemploi pour les vins et spiritueux, où l'enjeu était de rassembler donc ces acteurs du secteur, donc comme vous pouvez le voir, des acteurs très importants et relativement connus de tous, donc Pernod Ricard, Wait and See pour ne pas les citer, Rémy Cointreau. On proposait cette offre à la fois en grande distribution, ce que j'appelle ici dans cette slide GMS, où aujourd'hui on a déjà des expérimentations qui voient le jour, soutenues par Citeo notamment, sur le format de reuse, où nous avons proposé une offre complémentaire, puisqu'on ne proposait ici aucune standardisation des contenants, mais en laissant les bouteilles aujourd'hui qui sont disponibles et qui ont donc des différences selon les marques qui sont assez importantes. Mais l'idée était de mutualiser cette collecte. Mais pour revenir à la partie modularité, ce qui était intéressant et sur l'aspect sur lequel on a travaillé, c'est côté CHR, donc café, hôtellerie, restauration, où l'enjeu était également de massifier
la collecte, mais aussi de devoir gérer la diversité des références et donc s'intégrer aux tournées existantes. Aujourd'hui, il existe déjà des enjeux de dépôt de ces différents spiritueux chez les cafés, les hôtels et les restaurants. Et donc, on a réalisé deux tests d'intégration à ces process en ajoutant de la modularité sur les outils et les emballages utilisés. Pour détailler un petit peu l'exemple, on a la slide suivante. Donc, on a finalement testé deux systèmes expérimentaux qui permettaient la collecte de bouteilles en tentant d'optimiser les volumes et les coûts. Le premier test était d'utiliser les caisses CFP. Donc, CFP, c'est ces caisses que vous avez déjà vues peut-être qui sont utilisées pour la consigne, des caisses qui sont en plastique dur et qui sont utilisées par les restaurateurs et qui sont utilisés pour être remplis avec des bouteilles vides. Euh, L'idée était du coup de s'intégrer à ces flux de caisses pour procéder à la récupération des contenants utilisés et de les massifier pour les envoyer directement auprès du laveur. Et également, on s'est intégré à un autre flux qui est celui des verres perdus. Donc, il y a des caisses de verres perdus qui sont existantes au sein de ces différents flux autour des cafés, hôtels et restaurants et qui sont récupérés par les distributeurs. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on évitait au personnel, typiquement des barman, de faire le tri entre des différentes références. Mais l'idée, c'était donc de récupérer toutes ces collectes et de faire le tri de notre côté pour envoyer au centre de lavage par la suite ces aspects-là. L'idée, c'était de tester de nouveaux schémas de collecte à une échelle importante et de voir lequel était le plus efficace d'un point de vue logistique. Puis on surveillait différents critères, le taux de retour, la qualité des contenants collectés, donc effectivement, c'est le nombre de bouteilles qui arrivent en bon état et qui est réemployable, et les aspects environnementaux et économiques qui, du coup, sont encore en train d'être modélisés, mais qui permettent de bien comprendre et de structurer ces tests pour finalement privilégier la meilleure des solutions. Enfin, on a un quatrième exemple qui est autour de cette fois-ci de la traçabilité, qui est un enjeu très important et effectivement, on l'évoquait déjà en introduction avec les nouvelles réglementations autour notamment du passeport digital, donc le DPP, qui permet pour certaines filières de proposer de la traçabilité et de l'imposer même d'ici 2027-2028 selon les filières. On a, nous qui sommes implantés donc, avec des bureaux parisiens, mais aussi au cœur du Pays Basque à Biarritz, dans le sud aquitain, une filière de réemploi qui est sur les bocaux en verre dans l'alimentaire. On a donc déployé une expérimentation qui est en cours chez certains distributeurs, donc Intermarché et Leclerc pour ne pas les citer, avec des marques régionales, donc des marques du territoire autour du Pays Basque et du sud des Landes pour proposer une, une boucle de réemploi sur ces sujets-là. Euh, L'enjeu de la traçabilité, il a été à la fois d'abord adapter les étiquettes producteurs, de proposer de la visibilité en magasin, mais aussi s'assurer que ces étiquettes permettaient la traçabilité. Certifier également au réemploi les bocaux qui étaient utilisés avec le Centre technique national et notamment les directives du réseau VRAC et réemploi pour favoriser la mise en conformité de ces pots. Et on a donc conçu un dispositif de collecte qui était attractif avec une consigne monétaire, donc une consigne qui était intégrée au système de caisse de ces différents distributeurs. Pour promouvoir la traçabilité, on a proposé donc, on le voit sur la slide suivante, ce qu'on appelle en bon français une reverse vending machine. Donc c'est un dispositif de collecte donc, qui est automatisé et informatisé, dans lequel on vient placer finalement le bocal en verre. Donc on a à la fois en fait on a différentes typologies de taille, mais on peut avoir de la soupe, on peut avoir des pâtés de canard comme vous voyez à droite. Certains formats s'approchent de conserve, mais ont du coup des propriétés différentes. Et on a également un format de bouteille dans lequel on peut mettre des liquides, soit de la soupe, soit des jus, qui sont donc standardisés. Et donc lorsqu'ils sont placés dans cette machine, il y a la traçabilité, on peut mesurer
le passage de ce contenant et savoir si c'est le premier, deuxième, dixième passage. Et donc, ce qui permet aussi de rétribuer du montant de consigne qui est entre 10 et 20 centimes selon les produits. Euh, Ça permet donc d'avoir euh, certifié l'éligibilité du bocal au réemploi et d'automatiser le remboursement de ce point de vue-là. Ça permet d'identifier aussi et d'avoir des points de contrôle, puisqu'il y a un scan au moment du retour, mais il y a également des scans aux étapes donc, de tri et de lavage pour certifier la réemployabilité du contenant, donc s'il est en bon état toujours, et donc d'avoir un suivi aussi dans le temps de l'efficacité du dispositif. Et donc, ça permet, et cette reverse money machine et permet également, d'un point de vue tout simplement de communication, donc là, on sort un petit peu des enjeux logistiques et de supply chain, ça permet aussi de la visibilité en magasin et d'avoir un taux de retour important. Et ça, c'est important, on le verra en conclusion, d'avoir du volume, parce que le volume, c'est la clé aussi de la rentabilité de ce modèle. Et donc, le fait de rendre de la visibilité dans ce type de dispositif, ça permet d'avoir des volumes qui sont intéressants. Et enfin, cette traçabilité, elle permet aussi d'avoir un suivi des stocks qui est nécessaire pour assurer l'approvisionnement en contenant, puisque la ressource aujourd'hui, c'est ces emballages-là. Et donc d'avoir ce suivi-là pour les communiquer et les revendre aux producteurs dans un deuxième temps. Donc il y a ces enjeux-là aussi de suivi en permanence du parc d'emballage au cœur de cette boucle qui a lieu dans ce territoire sud-aquitain. Voilà pour ces différents exemples. Rapidement, ce que je voulais aussi mettre en avant, c'était qu'au-delà de ces sujets précis autour de la supply, le fait de se réunir en coalition et d'agir en coalition, ça offre énormément d'avantages. J'en ai listé de nouveaux ici, notamment sur l'aspect efficience et l'impact environnemental que l'on renforce, l'impact aussi qu'on peut avoir auprès des consommateurs, auprès des pratiques. Et quand je dis finalement consommateurs, je pense aussi au B2B et aux clients. Donc au sein de votre écosystème, vous agissez en coalition, donc vous avez une aura et une possibilité de créer un véritable changement systémique, et donc l'impact est démultiplié naturellement, plutôt qu'une initiative qui est isolée. Donc ça permet d'accélérer la transition vers une économie qui est plus circulaire, ça permet de créer de la valeur de manière partagée, et ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Dans cette même lignée, il y a la possibilité d'avoir beaucoup d'influence et de pouvoir aussi se rapprocher des enjeux réglementaires et d'avoir ce devoir de plaidoyer, parfois sans forcément organiser ce plaidoyer-là. Le fait d'agir aussi en coalition permet d'apporter de la résonance dans ces actions et de retransformer les standards des industries. Et ça fait le point aussi avec le point numéro 4 qui sont hyper importants pour le passage à l'échelle, le fait de privilégier de nouveaux standards et de réfléchir la manière d'agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur et avec l'ensemble des acteurs de l'industrie. Et le troisième point finalement qui conclura, il est aussi très important d'un point de vue aussi très pragmatique aujourd'hui. La transition circulaire elle comporte des risques. Globalement, les sujets industriels comportent également des risques. Mais le fait de gérer ces sujets-là en coalition, ça permet d'offrir une structure suffisamment stable aussi pour gérer ces risques de manière collective et de les partager et de les mutualiser. Ça peut être des risques techniques, financiers, les enjeux d'approvisionnement que j'évoquais en introduction. Ça permet de sécuriser cette supply chain et c'est aujourd'hui très important. Enfin, pour conclure, ces différentes actions en coalition, elles, euh, elles permettent d'identifier de nouveaux enjeux qui vont nous permettre de passer à l'échelle, une réflexion sur l'éco-conception. Euh, L'idée, c'est de définir ces nouveaux standards circulaires avec les équipes qui sont en recherche et développement, qui aujourd'hui orientent la conception des produits, des emballages, des process également, et de pouvoir répondre aux objectifs de la supply chain en ayant ce design directement qui est pensé pour la supply chain circulaire. Cet enjeu de traçabilité que j'ai évoqué à l'instant, qui est un actif stratégique, aujourd'hui, on doit repenser la manière dont on perçoit les ressources. Les flux des ressources qui sont réemployables aujourd'hui deviennent des actifs qui sont hyper importants, qui sont stratégiques. Le fait de pouvoir les tracer et les suivre permet de garder cette qualité et cette efficience pour, pour les organisations. Et enfin, il y a un enjeu humain, ce qui fait lien, comme disait Charlène, avec le club qui aura lieu à la fin du mois. Euh,
le fait de pouvoir acculturer et faire monter en compétence les différentes équipes et pas uniquement impliquer des chefs de projet dans un coin, ça permet de transformer l'ensemble des métiers et donc d'avoir une organisation qui se tourne vers un modèle circulaire et donc d'impliquer au maximum dans la transformation. Et c'est ce genre de levier sur lequel on souhaite pousser davantage dans les futures saisons de ces coalitions, d'impliquer davantage d'équipes pour avoir une approche qui est donc plus massive en conclusion. Et ces volumes-là permettront aussi de rendre viable d'un point de vue économique et écologique ces modèles de supply chain circulaire. Merci beaucoup, Paul. Merci là pour tous les exemples très concrets que tu nous as partagés sur les enjeux de la supply chain circulaire et aussi pour ces perspectives de passage à l'échelle. Est-ce que parmi les membres, vous avez envie de rebondir sur ce que vous a partagé Paul? Que vous avez des questions sur une coalition en particulier ou sur globalement sur les enjeux qui ont été énoncés? Je vous laisse prendre la parole à haute voix ou sinon poser votre question dans le chat. Alors, et puis si vous n'avez pas forcément là de questions en tête, on va pouvoir aussi approfondir hein, toutes ces questions à présent en sous-groupe. Ah, je vois. Alors, oui, bah merci Maxence. Merci beaucoup pour ta présence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans les échanges en sous-groupe. L'idée de ces échanges, c'est d'approfondir la thématique. On va pouvoir échanger tous ensemble sur trois questions. Joanne va nous répartir dans deux sous-groupes et ensuite on va pouvoir lire ces trois questions et voilà et ensuite on retournera en plénière. On vous communiquera voilà quelques événements importants chez Circulaire euh, et puis voilà. Ben, merci à tous pour votre participation. Donc comme je vous le disais au tout début de cet atelier. On va vous envoyer la synthèse avec le replay des échanges d'ici jeudi prochain. Et on va rapidement vous rappeler les prochaines dates des clubs. Alors, on a le prochain atelier digital, il va porter sur la thématique de l'IA et de l'économie circulaire. Alors, vous allez recevoir des informations aujourd'hui via le bloqueur agenda et d'ici en début de semaine prochaine, un mail de Save the Date que vous pourrez transférer aux personnes de vos équipes qui sont intéressées par la thématique. L'idée, c'est de parler des impacts économiques, environnementaux, sociaux, donc de l'usage de l'IA, mais aussi d'avoir un panorama de tous ces usages au sein de grandes entreprises du CAC 40. Donc, on a un professeur qui s'appelle le professeur Dejan Glavas qui va nous apporter ses résultats d'études. Et puis, on aura en complément des retours terrain d'entreprises et de porteurs de solutions sur la façon dont ils utilisent l'IA dans une démarche d'économie circulaire. On va avoir un REC sur la gestion et le tri des déchets. Et en cours de confirmation, on aimerait avoir un REC sur la maintenance prédictive et logistique optimisée. Donc, vous allez avoir plus d'informations très rapidement pour pouvoir participer et mobiliser vos équipes. On va également, donc comme Charlène le disait, on a le prochain club circulaire qui a lieu le jeudi 27 novembre, donc c'est très prochain. C'est sur l'engagement et les métiers. Et alors, on va se poser la question, pourquoi l'économie circulaire doit dépasser les périmètres RSE et intégrer les directions métiers? Et comment y parvenir? Donc, on aura une table ronde, un temps d'expertise, des pitchs d'entreprises et de start-up, et évidemment, ben, ces moments de pause networking et de matching qualifié qui vous permettent de vous rencontrer et d'approfondir les échanges. Et on aura enfin un dernier atelier digital le 11 décembre sur les coopérations entre metteurs en marché et éco-organismes, un levier pour répondre aux ambitions de la loi AGEC. Voilà. La programmation pour 2026 sera communiquée lors du prochain club circulaire. Et aussi, du coup, pour terminer, circulaire, vous savez, l'écosystème de circulaire vous propose des accompagnements sur vos enjeux circulaires. On a des missions de conseil individuels pour vous accompagner, vous partager des travaux et des retours d'expérience qui ont été réalisés avec d'autres entreprises sur les sujets de supply chain circulaire.
mais aussi vous pouvez, on a une coalition industrie circulaire en partenariat avec le comité à l'énergie atomique, le CE1, qui est en cours. Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter Sybille ici, présente à l'atelier. Et puis, vous avez également, vous pouvez participer à l'atelier de réflexion pour l'année 3 de la coalition de la mesure de circularité le 14 novembre de 14 à 16 heures. Si voilà, cette thématique vous intéresse, donc pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Sybille. On vous enverra la présentation avec son contact d'ici la semaine prochaine. Joanne, est-ce que tu veux bien partager le formulaire de satisfaction? Et on vous invite tous à y répondre. Ça nous permet, voilà, de bien comprendre vos attentes et vos satisfactions par rapport aux ateliers et de permettre de nous améliorer. Et encore un grand merci à tous et à toutes pour votre participation aujourd'hui.